Donc, bonjour et merci à tous d'être là pour ce premier épisode de la deuxième saison de SOVH Cloud Tech Talk. Et comme je disais avant de démarrer l'enregistrement, on espère avoir une bonne variété de sujets dans cette deuxième saison, au moins autant que dans la première. Et on est preneur de votre feedback, autant sur les créneaux, parce qu'on est basculé sur les créneaux de midi, que sur des sujets que vous voudriez voir, ou sur tout autre aspect. Et donc, pour le talk d'aujourd'hui, on va parler Kubernetes, mais on va parler Kubernetes sous un angle que j'ai pas vu souvent. C'est un angle plus infrastructure, c'est Kubernetes pour construire une plateforme de fonctions réseau. Donc, ça éloigne un peu des utilisations de Kubernetes plus classiques. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter Florentin. Florentin, il a été d'abord dans notre team Metrics, après il était sur la team Cube et maintenant il est basculé côté réseau. Donc effectivement, c'est la bonne personne pour nous présenter ces Kubernetes pour des fonctions réseau. Flo, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous en tout cas pour cette présentation. C'est la deuxième fois que je la donne et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que moi à la faire. C'était vraiment très très cool. Et du coup, on va pouvoir attaquer tranquillement. Voilà. Et du coup, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de The VH Cloud Tech Talks qui va se dérouler sur Building Cloud Network Function Platform using Kube. Globalement, on va construire une plateforme de fonctions réseau et en se basant tout ça sur Kubernetes. Et ça risque d'être fort intéressant et du moins très disruptif, pour utiliser les mots d'Octave, sur la façon dont on utilise Cube. Je me présente avant d'être dans l'équipe qui gère cette plateforme et notamment le load balancer. J'étais tech lead du produit Metrix et j'ai travaillé sur pas mal de petits projets que vous devez connaître qui sont Apache Pulsar, HBase et Hadoop. Et maintenant du Cube, parce que j'ai fait un bref passage, comme le disait Horatio, dans l'équipe Cube à OVH, sur lesquels j'ai pas mal aidé, notamment sur le control plane et la livraison des clusters Cube. Et si vous voulez me contacter, je suis disponible sur Twitter, GitHub et ainsi de suite, sous le pseudonyme de @Florentin Dubois. Très imaginatif, comme vous pouvez le voir. Du coup, le résumé de la presse va se focus sur trois axes, qui est comment on a créé notre première fonction réseau, comment ensuite on va de cette première fonction réseau à une plateforme, et ensuite comment on a construit cette plateforme et comment on l'observe au jour le jour et on l'administre. Bon, c'est parti du coup. Alors déjà, la base, qu'est-ce qu'une fonction réseau? Et en fait, une fonction réseau, j'ai repris de la définition qu'on peut retrouver sur plusieurs sites web, notamment Wikipédia, mais aussi Ligato, qui nous permet en fait, qui nous dit qu'une fonction réseau est en fait un bloc d'infrastructure qui est construit dans le réseau, qui est donc quelque chose qui est built-in dans des routeurs, switch, et ainsi de suite. Et c'est vraiment important de bien comprendre ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment incorporé à du matériel et qui est même fourni par du matériel. Et après, une autre fonction qu'il y a à savoir, c'est qu'une fonction réseau a forcément une entrée et une sortie qui est bien définie avec un comportement qui est bien spécifié. Et du coup, là, on arrive à qu'est-ce qu'une fonction virtuelle. Excusez-moi. Un exemple de ça, c'est qu'il y a aussi une fonction réseau, par exemple, comme on peut voir, implémentée dans un switch ou dans un routeur qui est, par exemple, du firewall. On vient bloquer ou autoriser seulement tel type d'IP. Et du coup, là, on arrive sur qu'est-ce qu'une fonction virtuelle. Parce que si on se dit qu'une fonction réseau est implémentée dans le routeur, une fonction virtuelle, c'est quelque chose qui serait implémenté en dehors du routeur, parce qu'en fait, on a besoin de plus d'informations ou en fait, on veut que cette fonction réseau se comporte ou se base sur d'autres fonctions qui sont en dehors de cet écosystème. Et c'est là, en fait, où on vient créer notre première fonction réseau qui est en fait le load balancer OVH. Parce qu'en fait, le load balancer se base sur des primitives qui sont réseau, liées à des protocoles purement routeurs, de routage. Et ensuite, elle va venir piloter un usage bien spécifique qui est ce qu'on peut dire
round robin ou du dispatch de request HTTP au travers de, de backend. Donc si on reprend notre définition juste avant, on peut l'appliquer à notre load balancer. Et en fait, un load balancer, c'est une fonction réseau qui est un composant qui est souvent en avant sur l'infrastructure, qui a pour but d'encaisser une charge et notamment de recevoir un trafic et de l'envoyer au travers de multiples backends. Et après, en fonction des différentes règles qu'un utilisateur nous donne, on va pouvoir du coup accorder ça. Ce qui fait qu'en fait, suivant la définition juste avant, on a notre partie infrastructure où on a ce repos sur des fonctions réseau. On va ensuite venir nous l'implémenter en dehors parce qu'on a besoin de fournir plus de features comme le routage et des règles définies par l'utilisateur, mais son but a une entrée qui est de recevoir du trafic et ensuite de le ressortir sur les backends clients. Et en fait, nous, OVH, quand on est parti là-dessus, on avait déjà un produit qui s'appelait IP-LB. Et en fait, on s'est dit que la next step, c'était de pouvoir aller plus loin. Et en fait, pour aller plus loin, notamment avec deux cibles en tête, c'était de pouvoir fournir du load balancer as a service pour les clients de Cube au travers de Cloud Controller Manager et pour les clients de Public Cloud au travers d'Octavia qui est l'ELB d'OpenStack, du moins l'API. C'est là où notre histoire commence. Parce qu'en fait, pour déployer des load balancers pour nos public cloud ou Kubernetes, en fait, ce sont deux produits qui se basent sur OpenStack et donc on ne peut pas réutiliser la même stack. Ou du moins, on peut en retirer partie de ce qu'on avait pu développer avant, mais il faut qu'on repense notre façon d'agir. Et en fait, c'est là où on commence, on se dit comment on va créer un load balancer par-dessus public cloud instances qui est notre OpenStack public. Et ben en fait, on se demande premièrement comment on fait pour annoncer une adresse IP dans public cloud, parce que toutes les VM, quand on en crée une, sont livrées avec un point d'accès qui est une IP. Vous avez tous déjà pu faire un SSH dessus et sans trop de problèmes. Et en fait, c'est très intéressant de connaître ça parce qu'en fait, à OVH, les IP des VM sont annoncés par un protocole qui s'appelle BGP, que j'ai détaillé un petit peu en dessous, qui se base sur un host. Ça, c'est un host qui fait tourner les agents d'OpenStack. Donc, c'est un host qui va venir tourner vos machines virtuelles, sur lesquelles, en fait, on va venir sur lequel au-dessus il y a un top of rack. Pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ce genre de notion, c'est un switch qui est en haut de chaque rack dans un data center qui a pour but de fournir le réseau à tous les serveurs en dessous. Et en fait, on va venir dans tout ça installer sur la machine qui vient de tourner la machine virtuelle un agent qui s'appelle Quagga qui a pour but de venir créer un lien entre le serveur et le Tor afin de pouvoir annoncer ou désannoncer des adresses IP des machines virtuelles qui se trouvent sur la machine. Et du coup, bien sûr, vu qu'on travaille dans un rack, il y a forcément plusieurs serveurs qui sont liés à notre rack, à notre Tor, pardon. Donc ça, c'est pour cette partie. Donc maintenant, on sait comment annoncer une adresse IP assez facilement. On peut venir piloter du Quagga et lui dire, bah, annonce-moi telle IP, et ainsi de suite. Mais du coup, il faut qu'on fournisse un service achat hautement disponible, parce qu'en fait, un load balancer est censé être la brique réseau la plus disponible dans une infrastructure, car c'est elle qui va venir gérer les problèmes de rolling, de mise à jour, ainsi de suite, de toute l'infrastructure derrière. Alors, comment fait-on ça? Bah, du coup, en repartant sur la brique d'avant, qui est le Quagga, est-ce qu'on peut toujours annoncer plus d'une IP? Parce que ça serait intéressant de pouvoir annoncer plus de fois la même IP. Plusieurs fois la même IP. C'est de là, en fait, où sur l'infrastructure sur laquelle on repose, il se trouve que les routeurs, en plus de pouvoir fonctionner avec du BGP, utilisent aussi un autre protocole qui s'appelle le CMP, ce qui va nous permettre, en fait, de venir annoncer plusieurs fois la même adresse IP. Et en fait, ce protocole-là va, pour une route, pour une adresse IP donnée, va faire du round robin sur l'endroit où il va envoyer les requêtes en fonction du poids des routes par rapport à l'IP. Et du coup, ceci vient avec une
un désavantage, un inconvénient qui est qu'on ne peut pas mettre la même adresse IP on peut pas annoncer la même adresse IP dans le même rack. Parce que du coup, c'est lié au même Tor et ça reste ces pages. Du coup, si on repart sur notre schéma d'avant, on monte d'un cran cependant, on a nos Tor, sur lequel on va venir annoncer plusieurs fois la même adresse IP, /32 par exemple ici, sur lequel ils vont venir s'agréger sur des spines. Donc on fait le Tor relié à une spine, qui est un gros routeur. Et ce routeur, ce spine-là, va lui venir agréger en fait dans une slash qu'il connaît un peu plus grande, de façon à pouvoir avoir moins de routes à dispatch, à annoncer. Et ensuite, il va venir soit annoncer en fonction de la taille de votre réseau, à une méga spine ou à un backbone, et les routes qu'il a disponibles. Et en fait, la méga spine ou le backbone, lui, va essayer encore d'agréger pour fournir qu'une route beaucoup plus petite. Et enfin, les POP, les points de présence, sont les interconnexions entre les différents providers d'Internet, de réseau, sur lesquels on va venir fournir cette route-là en disant si tu veux contacter telle IP, mais en fait elle se trouve dans tel réseau qui doit être passé par tel backbone, puis tel spine, puis tel temps. Et en fait, c'est là où le BGP et le CMP sont intéressants, c'est que le BGP vient nous permettre d'annoncer notre IP sur la spine, et la spine avec le CMP va venir dispatcher le trafic entre les différentes annonces. Cependant, en fait, on travaille tout ça, c'est d'un point de vue 2D, en fait, on travaille en 3D. Et ça, c'est un schéma qu'on peut voir à l'échelle de notre data center, où en fait, vous pouvez voir chaque feuille comme le schéma en 2D que je viens de vous présenter. Et en fait, tout ça crée un maillage qui fait qu'en fait, on est toujours disponible. Et après, à l'échelle d'OVH, en fait, on, on peut interconnecter les DC et on voit en fait tout ce trafic réseau qui vient avec une feuille latérale et transverse, interconnecter tout ça et se connecter aux POP qui sont les petits points orange au milieu. Ce ne sont que des détails. Et tout cela s'appelle une fabrique, si cela vous intéresse un peu plus. Mais du coup, on a vu comment annoncer une IP et plusieurs fois, ce qui est assez intéressant, ce qui nous permet d'attaquer le sujet dans load balancer. Maintenant qu'on a cette façon de faire là, comment et en quoi se compose notre load balancer? Bah déjà, nous, on est parti sur quelque chose qu'on connaît bien en VH, qui est HAProxy, et sur lequel on est venu brancher un nouveau entre guillemets composant d'HAProxy qui s'appelle la Data Plane API, qui permet en fait d'interagir directement avec le HAProxy, sa configuration, pour pouvoir la piloter à travers d'une API HTTP. Et ensuite, nous, on a, vu que c'est une API HTTP, ajouté nous un petit composant qu'on appelle le sidecar, qui va venir, en fonction de nous, notre configuration pivot qu'on a dans l'infra, venir piloter cette data plane API pour créer un fichier de configuration pour la proxy. Et ensuite, tout cela donne un composant virtuel qu'on appelle slot dans le vocabulaire du load balancer. Après, ça reste d'un point de vue conceptuel. D'un point de vue plus technique, en fait, le slot est devenu un pod dans lequel on a un HAProxy, une data plane API et un sidecar. Le tout est basé sur Docker et tourne dans un cube, sur lequel ensuite on va venir brancher dans le conteneur d'HAProxy et non dans le pod une interface en /32 d'ingress qui va venir récupérer le trafic entrant et notamment l'IP qu'on va annoncer plusieurs fois, et ensuite en egress une IP sur laquelle qui va venir contacter vos backends. Parce que si on repasse par l'IP d'ingress, en fait, on va se refaire rebalancer via le protocole ECMP sur une autre instance de HAProxy et du coup, on va se prendre des connes reset. Notamment vous allez vous prendre des connes reset. Et du coup, le trafic passe de haut en bas dans le HAProxy, puis remonte pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Et bien sûr,
vu qu'on peut annoncer plusieurs fois la même adresse IP, on a plusieurs fois on a plusieurs pods qui tournent pour un load balancer. Bien sûr avec des IP d'égresses différentes afin de rejoindre le bon backend. Et du coup, comment nous on est venu implémenter tout ça par-dessus Cube? En fait, on a découvert, notamment au moment où on a pu travailler un petit peu sur Kubernetes et leur filer un coup de main, c'est que il existe plusieurs frameworks pour gérer ce genre de choses. Notamment, là, j'en ai mis deux qui sont KubeBuilder et l'opérateur SDK. Et en fait, ces frameworks s'appellent l'opérateur. En fait, c'est une façon de définir, de décrire une ressource et de l'implémenter. Je vous ai mis la définition qui est juste là, et notamment le lien de la doc si vous voulez en savoir un peu plus sur le fonctionnement. Mais globalement, pour nous, à quoi ça ressemble? En fait, un load balancer, pour nous, c'est globalement du YAML qui a une API version, un KEYE, une metadata très classique à Cube, avec une spécification qui est son nombre de réplicas, donc le nombre de réplicas qu'on veut de pod. Donc là, par défaut, on en a 2. En fonction de la charge, on peut monter à 3, 4, jusqu'à 8. Et ensuite, du coup, une fois qu'on les a scalés d'un point de vue vertical, horizontal, pardon, on peut les scaler d'un point de vue vertical. Mais à partir de là, c'est qu'on arrive dans des use cases très compliqués, ou du moins avec des clients avec des énormes trafics. Et bien sûr, on a une autre clé qui est la vide, mais c'est la configuration qu'on nous a fournie par le client, que vous nous avez fourni. Et du coup, comment ça marche? L'opérateur, lui, va prendre ce fichier de YAML-là, venir, qui définit un state, venir le lire, appliquer en demandant des déploiements, des pods, ainsi de suite, et du coup, rendre le service. Et il va faire ça en boucle, pour s'assurer que tout est d'équerre et que votre load balancer est bien démarré. Du coup, ça crée ce qu'on appelle une réconciliation de loop qui va venir prendre notre YAML, faire des choses, qui est le act, observer en s'assurant que à chaque changement d'état d'une des sous-ressources, refaire le diff de ce qu'on a été demandé et l'état actuel, et réappliquer les mises à jour et on tourne comme ça, jusqu'à arriver à un moment où on a convergé et du coup on a exactement ce qu'on a décrit dans notre YAML. Du coup, si je passe l'étape très rapidement, le load balancer, on vient avec notre fichier YAML en load balancer, découper ça en deux parties, ce qu'on appelle des eFace sets pour gérer des sets d'interface et des deployment sets pour gérer des sets de déploiement. Ce qui va venir ensuite créer un autre objet qui est une autre custom resource, qui est une eFace, ou une interface réseau, qui est une abstraction de l'interface réseau qui fait appel à un CNI par exemple, et des déploiements. Nos déploiements, eux, vont venir spawner des pods, et les eFace ensuite vont venir, une fois avoir créé les ressources sur les bonnes API ou ainsi de suite, venir attacher les nouvelles interfaces aux pods. Et du coup, comment on gère l'orchestration? Dans un premier temps, on part avec de pods et de hosts, où on va venir mettre npod. Mais en fait, on a beaucoup plus de hosts que ça. Et là, je parle en sens machine virtuelle et non pas serveur dédié, où on va faire tourner toute notre workload. On va avoir ces hosts dans des racks, et on va venir en fait spécifier à Cube, via des taints et des tolerations, des endroits où les pods ont le droit de spawner. Bien sûr, par anti-affinité de rack. Et ils n'ont également pas le droit de spawner sur la même machine. Du coup, ça ressemble à quelque chose comme ceci. On vient dire qu'il faut qu'il soit dans un tel groupe par rapport au rack. Et ensuite, qu'ils n'ont pas le droit aussi de spawner sur la même machine. Donc ça, on utilise des pods anti-affinity et des nodes anti-affinity pour ça. Et du coup, comment on passe de ça à une plateforme? Parce qu'en fait, on a notre schéma qui est là, mais globalement, nous, ça revient même si on remplace le load balancer par une network function. En fait, ce qu'on se passe, c'est qu'on crée un niveau d'indirection entre notre load balancer et notre network function. On va juste, au lieu d'implémenter tout par le LB, on va tout implémenter par une autre custom resource qui sera la network function, sur lequel on va venir décrire des comportements plus génériques. Et du coup, on va venir, nous, pour le load balancer, appliquer la config
dans cet objet. Mais après, si on veut créer une autre network function virtuelle, eh ben, on va implémenter, tout en se basant sur ce composant-là, d'autres règles. Par exemple, on pourrait imaginer implémenter un VPN. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première étape est un load balancer type L4, donc par exemple que du TCP. Ensuite, on va venir implémenter un load balancer L7, qui est pour le HTTP et le web. Ensuite, on peut implémenter de la même manière un VPN endpoint, c'est-à-dire une adresse IP qui fournit un accès VPN, et du coup qui le rend achat par le même biais qu'on a vu avant, donc une adresse IP d'ingress répliquée dans le réseau, et ainsi de suite. Et du coup, sur la même manière, on peut faire des VPC endpoint, et ensuite d'autres fonctionnalités beaucoup plus bas niveau qui sont des implémentations de routeurs qui permettent d'accéder à du WAF ou ainsi de suite pour plus tard. Du coup, une fois qu'on arrive là, d'un point de vue infrastructurel, bah, tout comme vous, on est client de nos propres services, donc on a notre VRAC, sur lequel on vient déployer une machine d'admin et une gateway. Et en fait, ces deux machines-là ont pour but, le bulwark, de fournir les outils d'administration de la plateforme et la gateway de fournir tous les outils de visualisation de la plateforme. Tous les UI et ainsi de suite, on pose ça dessus. Ensuite, on va venir créer notre cluster de TCD avec une policy OpenStack qui est de dire qu'ils n'ont pas le droit, les VM n'ont pas le droit d'être sur les mêmes hosts, ni les mêmes racks, si je dis pas de bêtises. Pareil pour les masters de notre cube, et ainsi de suite pour un groupe spécial, on a appelé les core nodes, qui sont des nœuds qui vont venir uniquement gérer les opérateurs et les composants purement internes à la plateforme. Et ensuite, on vient déclarer un certain nombre de groupes d'anti-affinité de nodes qui sont liés au rack et aux différentes machines. Parce qu'en fait, on en a fait des groupes de nodes afin de pouvoir remplir au maximum et de garder des VM assez petites dans le sens où on peut du coup se placer un peu partout dans l'infrastructure d'OpenStack sans avoir de grosses conséquences en termes de supply. Et ainsi de suite, à chaque data center, on crée le même pattern et ainsi de suite. D'un point de vue network, du coup, il me semble avoir une question posée là-dessus. Comment on fait pour plugger plusieurs interfaces dans un pod ou un conteneur? Il existe plusieurs choses, notamment très intéressantes dans Cube, qui sont les interfaces, et notamment les conteneurs runtime, storage et network interface, sur lesquels nous, on a utilisé beaucoup la network interface. Par défaut, on a des plugins qui sont disponibles sur GitHub via le compte conteneur networking. Mais la communauté a aussi fourni d'autres types de CNI, par exemple les CNI WireGuard ou Wormhole, qui sont toutes les deux basées sur WireGuard, un mode user, qui permet notamment de faire du VPN as a service via ce CNI-là, tout simplement. Et nous, en fait, on est parti sur une autre qui est développée par Intel, qui s'appelle Multus, qui est très intéressante, qui a fourni, en fait, cette capacité à pouvoir brancher plusieurs interfaces dans un même pod. Parce qu'en fait, je vous ai un petit peu caché la vérité. En fait, Cube, quand il monte notre pod, il monte notre pod, mais avec une IP interne qui n'est pas accessible du HAProxy et qui va nous permettre en fait de venir descendre des informations à Dataplane API ou à Sidecar via le réseau interne du Kubernetes. Et en fait, cette CNI-là nous permet, via ce qu'on appelle des Network Attached Definition, de poser de la configuration et de brancher plusieurs ports sur un pod. Et du coup, comment on observe tout ça? En fait, on observe tout ça via un Prometheus qui est quasiment le standard de l'écosystème Kubernetes, où toutes les annotations métriques et ainsi de suite sont fournies sous ce format-là. Du coup, à quoi ça ressemble? Prometheus, par défaut, il expose une API HTTP avec un seul endpoint qui s'appelle /metrics, sur lequel on peut voir quelque chose comme ceci, qui sont des commentaires avec qu'est-ce que fait la métrique,
et quel est son type, donc un compteur, une jauge, un histogramme, ainsi de suite. Et ensuite, la métrique en elle-même qui, par exemple, ici, est une métrique liée à un autre software qui s'appelle Bimium, qui est le nombre de points poussés sur Matrix, ici. Et du coup, ensuite, dans Kubernetes, comment ça se passe? En fait, on peut fournir en annotation dans les métadonnées deux annotations qui sont très intéressantes, qui sont Prometheus IO Scrap, qui permet de venir trigger le scrapping de notre pod, et le port, sur lequel Prometheus peut venir récupérer l'information. Et toujours d'un point de vue opérateur pattern, où on en parlait juste avant, c'est qu'en fait, on va pouvoir venir euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'outil Bimium et on a déployé un Bimium dans nos clusters où on vient automatiquement en fait remplir ces scrappers et ces sinks. Globalement générer toute la configuration à chaud via l'opérateur et notamment ce qu'on appelle le pod watcher. En fait, ce qui va nous permettre dans l'opérateur de venir savoir être prévenu de chaque événement qui se passe sur tous les pods de l'infrastructure et ainsi de suite. Du coup, si les pods ont cette annotation ou pas, venir les scraper et les envoyer où on souhaite. C'est par exemple exactement ce type de choses qu'on a spawné les nœuds core qui en fait sont dédiés à, ne sont pas justement dédiés à juste supporter de l'infrastructure du service de load balancing ou de VNF. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire et je vous remercie pour d'être resté jusqu'à la fin et c'est l'heure des questions. J'espère que j'ai pas été trop succinct ou j'ai pas fait trop de réponses. Je sais pas, je vous ai pas frustré sur la partie technique trop. Tu as déjà une question sur le chat? C'est une bonne question, mais je ne vois que. D'accord. Donc, la couche réseau de cubes est sujet à empilement de couches, règle iptable notamment, sur une instance cloud qui est même probablement sur un réseau d'overlay. Pourquoi avoir fait le choix de cubes sur des public cloud pour un composant plutôt bas niveau où la performance est un des critères majeurs? C'est une très très bonne question. Alors, pour te répondre dans un premier temps, on se base très peu sur Iptable. Nos cubes fonctionnent en IPVS et notamment en fait on fait du pass-through sur les conteneurs, HAProxy notamment. En fait, on vient monter à chaud dans la VM des ports OpenStack qui eux ont juste le routing du host en dessous. Et en fait, ces interfaces-là qui sont dans le namespace Linux par défaut du conteneur, en fait, Multus vient via un appel à la CNI host device, vient le changer de namespace Linux, ce qui fait qu'en fait, c'est du véritable pass-through qui se passe entre le conteneur et le host. Après, il y a forcément une petite couche d'overlay qui existe sur l'émulation de notre VM. Après, le but est de spawner des load balancers dans un premier temps pour le fournir des clients Cube et Public Cloud. Et par la suite, en fait, on a prévu de venir faire ça sur du bar metal pour les use cases les plus compliqués dont je parlais tout à l'heure, où il faut notamment scaler le load balancer sur plusieurs réplicas, le faire grossir en termes de volume, de capacité qu'il peut atteindre. Et une fois qu'on arrive là, en fait, si on voit que le load balancer a toujours du mal à gérer cette charge, en fait, on le déplacera sur des infrastructures purement bare metal où en fait, là, il n'y aura pas d'overlay du tout. Je sais pas si ça peut, ma réponse te convient, non. Ou du moins est assez claire. Bah, ok, merci comme réponse. Je pense que ça convient. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? J'essaye de retrouver le chat. Ah, c'est
quelle version de HAProxy, si c'est pas indiscret, on te demandait? Bien sûr, pour le moment, on est sur la version 2.1.12, si je dis pas de bêtises. On était sur la 2.1.8, mais on a eu besoin de mettre à jour, si je dis pas de bêtises, pour avoir une feature en particulier. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais on est en 2.1.12. On en a eu besoin pour une feature qui est sortie il y a peu de temps. Et pour utiliser la Data Plane API, il faut savoir qu'il faut au moins une version 2, si je dis pas de bêtises, d'HAProxy. Merci. Bon, en tout cas, comme je vous disais, le talk sera sur YouTube essentiellement sur peu. Si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard, n'hésitez pas à pinguer Florentin ou moi via Twitter. On essayera de vous trouver la réponse. Et une autre question. Oui, Regarde, Flo, tu peux oui. lire la question d'abord? Alors, et ton avis sur la Data Plane API versus le service discovery d'HAProxy via Consul, par exemple? Nous, on préfère la Data Plane API pour juste une simple et bonne réponse, c'est qu'on a envie, en fait, d'implémenter le service discovery, mais pas uniquement que sur Consul. En fait, on veut le fournir sur du ZK, sur du Consul, par DNS. Par exemple, vous nous fournissez un nom de domaine ou un sous-nom de domaine à scanner, et nous, on ira le scanner et venir pré-remplir la conf HAProxy par défaut, et c'est dans notre roadmap ce genre de choses. C'est pour ça qu'on peut garder la Data Plane API où on est vraiment la main sur la HAProxy. Mais c'est une très bonne question, j'avoue. Et si personne n'a de questions supplémentaires, comme disait Horatio, le talk sera sur YouTube et n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter. Ça me ferait un plaisir de vous répondre, de répondre à toutes vos questions. Je vais regarder dans les côtés Q&A. S'il y a... Non, il y a. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Et on se voit semaine prochaine. Comme je vous disais, on change complètement de registre. On ira voir des côtés de Exchange et comme on a bâti une solution Exchange qu'on appelle Trusted Exchange, compatible avec les valeurs OVH. On vous racontera. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Merci Merci à Flo tous. encore. Ciao.